Vous êtes les bienvenus. C'est à toi la parole. Merci. Azoul, bonsoir. D'abord, merci pour l'invitation, merci pour votre présence. Mais avant tout, permettez-moi de vous demander une minute de silence, parce qu'après-demain, c'est l'anniversaire de l'assassinat de Matou Lounas. Je vous demande une petite minute de silence. Merci. Je remercie l'association qui m'a invité de Hilal, la ville de Bourras, pour cette invitation, et aussi je leur affirme mon admiration pour tout ce qu'ils font de rencontres autour de la littérature, autour de la pensée, de la philosophie et autour de tout ce qui intéresse notre pays. Aujourd'hui, je suis venu pour vous parler de mon dernier roman, L'Enfant de l'œuf, mais aussi j'aimerais bien vous présenter le deuxième et aussi le dernier livre, La boîte noire de l'islam. L'Enfant de l'œuf et La boîte noire de l'islam, c'est les deux derniers titres. Je veux bien vous parler de ces deux derniers titres parce que c'est deux titres qui se complètent. Le premier, c'est un roman, ça relève de la fiction, qui est sorti d'abord à Paris, et puis chez Balzac en Algérie. Il vient de sortir aussi en traduction allemande en Allemagne, et puis en cours dans une traduction en anglais et en italien. Le deuxième, c'est La boîte noire de l'islam, qui est sorti chez les éditions Kafat, que je félicite. Je dis merci à mon ami l'écrivain et directeur de cette belle maison d'édition, qui est notre ami Tarek Jaroud, qui est écrivain lui-même aussi, pour tout ce qu'il est en train de faire dans le domaine de la littérature, et puis aussi c'est un combat. C'est un combat, ce qu'il est en train de faire, vraiment c'est un combat. Et je crois que toutes les maisons d'édition qui travaillent dans le livre en Algérie, ils font une grande résistance. Comme d'ailleurs ce que font les associations culturelles en Algérie. Je mise toujours sur le travail de la société civile et surtout les cafés littéraires, les associations de caractère culturel. Ils font un travail énorme pour une culture, une vraie culture, pour la bonne littérature, mais aussi pour un meilleur futur pour ce pays. Je vais commencer de parler mais après on va ouvrir le débat. Je vais juste dire quelques mots autour de ce roman et puis quelques mots sur la boîte noire de l'islam, et après on va ouvrir le débat qui peut aller vers d'autres horizons. Je vais parler un petit peu sur les thématiques traitées dans ce roman, mais d'abord parce que ça relève de la fiction, c'est un roman de fiction, c'est un roman à caractère philosophique. Mais je vais vous raconter l'histoire, le déclic de ce roman. Pourquoi j'ai écrit ce roman et comment m'est venue l'idée de l'enfant de l'œuf. Un jour, j'étais dans un train entre la Normandie et Paris. Je prenais le train, j'étais assis dans un siège, je travaillais, je lisais ou j'écrivais, et puis j'avais à côté de moi une femme assez âgée, et avec un petit chien au
fond de son sac, vraiment, je ne sais pas comment on appelle la race des chiens, les petits chiens. Ouais, exactement. Tout dans le fond de sac. Et le train avance. Et moi, j'étais en train de regarder le chien, de fixer le petit chien. Et lui aussi, il est en train de me fixer. Et à un certain moment, il est sorti du sac. Je vous raconte vraiment l'histoire, comment ça s'est passé. Et le petit chien est sorti du sac, il est venu dans mes bras. Je l'ai pris dans mes bras et la dame m'a regardé comme ça, s'est retournée, m'a regardé, m'a dit « Mais écoutez monsieur, mon chien n'a jamais été chez quelqu'un. Il est toujours avec moi, il a peur des gens, pourquoi il est parti chez vous ?» Alors je lui ai dit « Madame, effectivement, j'avais un chien, je venais à l'époque de perdre mon chien, il est décédé. On a vécu ensemble presque 12 ans avec un chien. C'était vraiment plus qu'un ami. Le chien, vous savez, ils ont une grande fidélité, un amour extraordinaire. C'est vraiment, c'est des êtres humains, si je peux dire, mais plus qu'un être humain, vraiment plus qu'un être humain, parce que les êtres humains sont sauvages. Il y a une grande bestialité dans les êtres humains, par contre il y a un grand humanisme dans les chiens. Et je lui ai dit, j'avais un chien et je viens de le perdre, et c'est une souffrance, et vraiment j'étais abattu. J'ai perdu mon chien, j'ai pas pu dormir, je voulais même changer le domicile, etc. Tout ça m'est venu à la tête. Et puis je lui ai dit, c'est une souffrance, elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, non monsieur, il ne faut jamais dire une souffrance, mais il faut toujours se rappeler des 11 ans vécus de bonheur avec ce chien. Il faut se rappeler du bonheur. Et effectivement, j'ai plié ce que j'avais entre les mains et j'ai commencé à écrire ce bonheur de 12 ans, presque 12 ans, de vivre ensemble avec un chien. Et j'ai pris le personnage du chien, que j'ai gardé le nom de mon chien, Harris, et j'ai monté toute une histoire philosophique autour du chien et autour de la sauvagerie humaine. J'ai raconté l'histoire d'un chien avec un monsieur qui me ressemble et qui ne me ressemble pas. Plutôt, il ressemble à Mouloud Mamri, jusqu'à moi, parce qu'il s'appelle Mouloud. Le personnage s'appelle Mouloud, le diminutif c'est Moul. Et j'avais la chance d'avoir connu Mouloud Mamri le dernier jour de sa vie, avant-dernier jour de sa vie, à Oujda, au Maroc. Et j'ai imaginé le personnage au centre-ville d'Alger, avec ce petit chien, un personnage, le maître, âgé d'une cinquantaine d'années, et puis ils vivent ensemble, ils mènent une vie ensemble, mais une vie vraiment de dialogue. C'est le chien, c'est un petit peu l'autobiographie du chien. On va voir que dans le roman, c'est le maître, c'est au deuxième plan, mais au premier plan, c'est le chien. Et c'est le chien qui est intelligent, qui pose des questions philosophiques. Il commence à poser des questions d'abord pour le nom, pour le choix du nom. Il lui dit, mais pourquoi vous m'avez choisi ce nom de Harris? Harris, ça ne dit rien. Pourquoi vous ne m'avez pas choisi le nom du chien vous savez, dans la Bible et dans le Coran, le chien qui accompagne les sept jeunes de Surat al-Kahf, les 7 jeunes de la caverne, la sourate de la caverne. Il a dit, pourquoi vous ne m'avez pas choisi le nom? Moi, je suis un héritier, un descendant de ce chien. Je suis un chien qui va partir au paradis. Et toi, ça pour son maître, tu consommes du vin, je ne sais pas, est-ce que vous allez partir dans le paradis? En tout cas, je n'aime pas partir tout seul. Il commence à poser des questions sur la religion, que je développe d'ailleurs aussi dans ce livre, la boîte noire de l'islam. Il commence à lui poser des questions. Il a dit, par exemple, est-ce que les chiens
seront jugés comme les êtres humains? Est-ce qu'il y a un paradis pour les chiens, un enfer pour les autres? Est-ce que les chiens auront des houris au paradis? On commence à poser des questions sur la religion que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons aujourd'hui des questions qui relèvent de la problématique actuelle. Et le maître essaie de répondre. On raconter tout ce qu'il a dit, le maître, qu'est-ce qu'il a dit, ça, il faut lire le texte. Et puis, sur le plan de la politique, le chien, excusez-moi le mot, le chien, chaque matin, chaque jour du matin, il fait ses besoins dans un petit coin dans le balcon et sur des journaux. Et là, il fait ses besoins, il pisse à la une, sur des journaux. Il y a des présidents, il y a des présidents déchus, il y a des directeurs généraux qui sont corrompus, il y a des stars de télévision, il y a des stars de chansons, il y a des stars de foot, etc. Tous les jours, il a quelqu'un et il est content quand il pisse sur une grande personnalité, il est content. Et il passe sa journée comment on appelle ça, très décontracté. Mais dès qu'il pisse sur une personnalité n'importe quoi, je sais pas, un petit voleur de parking, etc., il n'est pas content. Du tout, il n'est pas content. Il a quelque chose dans sa journée. Et là, sur le plan, le roman sur le plan politique, il propose une analyse à partir ou à travers les unes des journaux, qu'est-ce qui se passe autour de nous. En Algérie, au Maghreb, dans le monde arabo-musulman, dans la Méditerranée, c'est tout ça à travers, mais aussi d'un cachet c'est de l'humour. C'est pas un discours politique, mais on pose le politique, mais avec un sourire, avec de temps en temps l'humour qui est plus fort que le style direct. C'est difficile de présenter un roman de l'humour. Le sérieux, c'est facile, mais être d'un cachet de l'humour, c'est très difficile. Ça, sur le plan politique. Il y a aussi beaucoup de choses dans ce deuxième volet. Le premier volet, c'est la religion. Le deuxième volet, c'est la politique. Le troisième volet, c'est la diversité en Algérie. Et le chien, de temps en temps, il entend son maître parler à des journalistes en arabe. Et il lui dit, et quand il parle son chien, il parle en français. Il dit, mais pourquoi tu me parles moi en français? Pourquoi tu ne me parles pas en tamazight? Pourquoi tu ne me parles pas en kabyle? Pourquoi tu me parles en français? Et il commence à débattre un petit peu la diversité linguistique en Algérie. À travers aussi, c'est pas un discours politique, ni sociologique, ni anthropologique, mais plutôt c'est un discours romanesque à travers l'humour toujours. Et le quatrième volet dans ce roman, c'est la guerre. La guerre, ce qu'on appelle la guerre sainte. Je considère toujours que les guerres saintes, c'est les plus sales guerres qu'a vécu l'humanité. Les guerres saintes, c'est les plus sales dans l'histoire. Je commence à travailler entre le chien et son maître, parler aussi sur ces guerres qui nous entourent en Syrie, Libye, etc. Mais à travers un personnage, une femme, une belle femme syrienne, une chrétienne qui arrive, médecin, qui arrive en Algérie, dans le quartier du personnage. Il est bien accueilli par tout le monde. Vous savez, les Algériens sont des hospitaliers, et surtout vis-à-vis des Syriens. Quand la Syrie a commencé, les Algériens ont pris les Syriens dans les bras. Je ne parle pas des futilités, etc. Mais et elle arrive, elle est prise en charge par le quartier. Elle a un appartement en dessous du maître. Et puis il y a une relation entre le maître du chien. Il y a la jalousie. D'abord, quand il y a une relation, c'est la jalousie qui commence entre le chien et la femme, cette médecin. Et puis à travers cette femme qui est chrétienne, j'essaie d'analyser ce qu'a vécu les chrétiens d'Orient à travers l'islamisme qui a ravagé la région. Mais en même temps,
le roman propose une analyse, ou je ne sais pas, je peux dire, l'image de la société algérienne, qui est une société qui est islamisée. Au début, la femme, le médecin était bien reçu par la société, par la cité. Mais une fois, un jour, elle oublie, elle descend avec la croix. Et là, c'est tout le monde qui est contraire. Et tout le monde est devenu un observateur, un contrôleur. L'épicier, le taxieur, tout le monde, parce que c'était une Yehoudia, tout le monde commence à la critiquer, et on se rend compte que ce n'est pas une société hospitalière, mais c'est une société naïve, mais qui a été islamisée, complètement islamisée. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, une fois, je crois que c'était en 88, 89, j'étais encore étudiant et je venais ici je venais à Alger, et il y avait le congrès où ils ont annoncé la création de l'État palestinien. Je ne sais pas, c'était en 88, 89, 97. Ils sont venus, je suis venu et j'étais à l'hôtel L'Horacie. Et j'ai rencontré une grande personnalité palestinienne qui est Georges Habash, du Front populaire de la libération palestine, Jabhat Sha'bia. Je l'ai rencontré, alors on parlait comme ça, il m'a raconté une histoire. Il m'a dit, je crois que c'était sa deuxième visite en Algérie, deuxième ou troisième. Il m'a dit, une fois je suis venu en Algérie, c'était le mois de Ramadan. C'est lui qui m'a raconté l'histoire, pour revenir les Arabes et les chrétiens. Il m'a dit, j'étais dans ma chambre, c'était le Ramadan, j'ai appelé le réceptionniste, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me servir mon petit déjeuner dans la chambre? Alors assis. Alors, qu'est-ce que vous demandez? Il a commandé je ne sais pas quoi, et un Algérien lui fait monter le plateau. Il ouvre, il lui dit, tafaddal marhaban bik en arabe, et l'Algérien, le garçon, le serveur était bouleversé. Mais comment un arabe me parle en arabe et c'est inimaginable. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a jeté le plateau. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, علاش اليهود ربحوكم؟ علاش اليهود علاش خسرتوا فلسطين parce que انتوا مش مسلمين. Alors c'est un petit peu l'image de l'Algérie qui n'a pas changé. Qui n'a pas changé, je parle de peut-être une vingtaine d'années, mais ça n'a pas changé. On n'accepte pas le chrétien, on n'accepte pas le juif, on n'accepte pas l'autre. Et le roman essaye, d'ailleurs comme le livre aussi de la boîte noire, le roman essaye de jeter cette problématique de l'islamisation et la fanatisation de la société en Algérie. La femme qui s'appelle Lara dans le roman arrive et puis elle s'installe à Alger, elle a une relation avec le monsieur, et puis il y a beaucoup de choses qui se passent entre eux, il y a beaucoup de charnel aussi dans le roman, c'est ma façon d'écrire aussi, et aussi beaucoup de liberté de dire dans le roman. Je ne vais pas vous raconter la fin du roman parce que la fin c'est la lecture. Ça c'est le roman L'Enfant de l'œuf, qui est un roman personnellement et d'après aussi l'écriture, quelques lectures et quelques critiques, qui était un roman qui relève un petit peu de la philosophie, de l'humour aussi. Il est écrit aussi sur la façon cinématographique. Il y a beaucoup d'images dans le roman. Ce roman a été classé parmi les 10 textes, les 10 premiers textes en France, les textes francophones et français, depuis les années 80. Il y a la cause littéraire qui l'a classé parmi les 10 premiers livres depuis les années 80. Ça, c'est l'Enfant de l'œuf que
j'aimerais bien que les jeunes lisent ce livre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent de l'humour et puis aussi de la réflexion des animaux, la vie des animaux. Il y a le pape dedans et les chiens, il y a les féquilles et les chiens, il y a beaucoup de choses. Et j'aimerais bien que les jeunes lisent ce roman. Pour le deuxième, La boîte noire de l'islam, qui vient de sortir chez Tafat, c'est un recueil, c'est un essai que j'avais déjà publié quelques articles de ce texte dans ma chronique Liberté Souffle, la chronique Souffle. Mais il y a des textes qui ne sont pas publiés, c'est des nouveaux. Et puis aussi, c'était au début, quand j'ai commencé à écrire ces articles au journal, au quotidien Liberté, c'était déjà un projet d'un livre. Ce n'était pas des articles éparpillés, mais c'était déjà un projet de livre. Parce que je l'avais entre les mains de début à la fin, et puis chaque fois, je publie un petit morceau de ce livre. Ce livre parle principalement j'ai imaginé l'islam comme un avion qui chute. Il y a la chute d'un avion, et puis la première des choses, on cherche la boîte noire. Pourquoi on cherche la boîte noire? Pour décortiquer, pour décoder pourquoi cet accident. Et dans ce livre, je demande, c'est des choses, c'est des, comment on appelle ça, c'est des analyses à moi, des idées à moi. Je me demande pourquoi l'islam et les musulmans sont à ce niveau de la décadence, le sous-développement, la haine, l'intolérance, les leçons, etc. Pourquoi? Je commence à développer cette grande question d'abord par les textes fondamentaux. Parce que, il faut le dire, nous ne sommes pas le problème ne se pose pas uniquement sur le plan politique, mais aussi sur le plan épistémologique, sur le plan des textes fondamentaux de l'islam, y compris le Coran. C'est des textes fondamentaux. Par exemple, si on prend le Coran d'aujourd'hui, qu'on a entre les mains, le Coran n'est pas classé historiquement, parce que les sourates, etc., ne sont pas classés historiquement. Il y a un désordre dans le livre. Il y a un désordre, un grand désordre, qui dans la lecture, on est déjà dans le désordre. Parce qu'il ne respecte pas la chronologie historique des sourates, etc., etc. De la Mecque, puis de Médine, etc. Ça n'est pas respecté. Et quand quelqu'un arrive à lire, et puis il lit une sourate après, il va être... La première des choses, comment reclasser la chronologie du texte du Coran. Ça, c'est la première des choses. On ne peut pas comprendre le Coran avec ce qui est édité aujourd'hui. On ne peut pas comprendre. Parce que 15 siècles, c'est très loin. Peut-être le premier siècle, ou le deuxième siècle, quand il a été ramassé, les gens avaient encore quelques mémoires, ou je ne sais pas. Mais maintenant, on ne peut pas comprendre le Coran comme il est dans le livre. Et puis aussi, le deuxième point proposé dans ce livre, c'est le hadith. Le hadith qui est vraiment un piège inimaginable dans l'islam. Parce que le hadith a fait oublier le Coran. Les gens parlent du hadith, ils ne parlent pas du Coran. Ils parlent du hadith. Et le Bukhari et Abu Huraira avant et le Bukhari après sont devenus plus que le Rabbi, plus que le Dieu, plus que le prophète. Et par contre, ils ne sont que des pions d'une politique. Bukhari n'était qu'un pion de l'Amaouiyé.
Moïse, il prenait de l'argent pour écrire ce qui lui a été demandé. Et même, il y a dans Sahih al-Bukhari, il y a des textes intégraux de la Bible. Intégraux de la Bible. قال الرسول عن فلان أنه قال. ولما توصل الحديث صح في واحد من الصحاح في la Bible. Les versets de la Bible, intégralement. Et d'autres choses. C'est repenser aussi le texte fondamental de l'hadith qui a mis le feu dans le monde musulman. Et pas uniquement dans le monde musulman, mais aussi à l'Occident. Le feu, c'est pas uniquement chez nous, mais on l'a exporté. On l'a exporté hors de ce qui se passe maintenant en Europe, en Allemagne, en Belgique, en France, etc. Et dans d'autres pays, les États-Unis. C'est à cause de cette culture, à cause de ces textes. Et j'essaye d'analyser c'est pas facile. Vous savez, peut-être vous avez vu une vidéo qui tourne sur ce livre, faite par Shourouk, un appel au meurtre directement. Vous pouvez mettre la boîte noire de l'islam, YouTube, vous allez trouver ça, une condamnation de ce livre, que je considère c'est une analyse. Parce que moi, quand je dis toujours que si on touche à des choses comme ça, il faut que l'écrivain doit être assis sur le savoir. Moi, je suis un professeur à l'université, je suis un chercheur, et j'ai une responsabilité pédagogique et académique vis-à-vis de tout ce que je dis. Et quand je fais quelque chose sur Bukhari ou Abu Huraira, je sais ce que je dis. Et à partir de Torah, islamique, à partir du livre que je lis directement en arabe. Je n'ai pas besoin de deuxième main ou d'une traduction. Je lis toujours directement en arabe, je n'ai pas de difficulté. Au contraire, j'aime bien la langue arabe, très belle langue, et je travaille avec cette langue, et je lis avec cette langue, et ça m'aide beaucoup à aller dans ce patrimoine, et puis aussi trouver les pièges dans ce patrimoine musulman. Donc, dans ce livre, aussi je traite beaucoup de la femme dans l'islam, qui est un problème qui revient souvent, mais qui est toujours là. De temps en temps, on se dit, oh, c'est un problème archaïque ou classique, ou je ne sais pas quoi, dépassé. Pas du tout. Si ce problème est archaïque ou dépassé dans l'autre monde, chez les Occidentaux, je ne sais pas quoi, mais chez nous, vous savez, le débat en Tunisie autour de l'héritage, peut-être le pays le plus avancé concernant la femme, c'est la Tunisie. Hier, j'ai suivi un débat autour de ce qu'a proposé la commission comment on appelle ça, la commission pour la Constitution, pour la révision de la Constitution à Tunis. Il a proposé des choses sur l'héritage, sur comment on appelle ça, sur le droit individuel, sur l'homosexualité, sur toute la liberté individuelle. Et il fallait voir comment les religieux et les salafistes, ils sont vraiment hors d'eux à Tunis. Et que nous considérons comme un pays plus avancé dans le domaine de la femme. Le droit de la femme depuis Bourguiba, depuis les années 50. Et il est avancé, mais le débat est toujours là. Je crois que dans ce livre aussi, je traite l'image de la femme dans l'imaginaire musulman, et puis aussi l'image du noir chez le musulman. Vous savez, le noir chez nous, chez les musulmans, est un nègre. C'est pas un être humain. C'est un réflexe. Chez les musulmans, un noir, c'est pas un être humain, mais c'est un être humain de deuxième ou troisième degré. Et c'est une culture continue. Il y a toujours le marché
le marché des traites des nègres au Soudan. Au Soudan, comment on appelle ça, en Mauritanie, etc. Même s'il a été, la loi a été, comment dire, abrogée, mais sur le plan de la culture et du marché, ça existe toujours. Ça existe toujours dans le monde musulman. J'essaie de relever et d'analyser ce phénomène de l'islam. Et j'arrive à une conclusion, c'est cette chute de l'avion, c'est à cause des textes et de la politique. Vous savez, nous sommes, malheureusement, il y a des conclusions dans le livre. Heureusement, si aujourd'hui nous constatons que la faillite des partis politiques islamistes, en Algérie et ailleurs, ils ne sont plus crédibles, ou peu crédibles. Par exemple, tu prends le Hamas, ou tu prends ce qui est de partis en Algérie, le Nahda, ou je ne sais pas quoi, ils n'ont pas d'une assiette populaire. Mais le problème, c'est pas ça. Ils ont échoué sur le plan politique, mais ils ont réussi sur le plan social. Ils ont islamisé la société. Ils ont échoué sur le plan politique, mais ils ont réussi à islamiser, et ça c'est à cause de l'école. C'est à cause de l'école. Vous savez que les islamistes, depuis les années 70, ils ont pris, même avant, depuis le commencement de l'arabisation, depuis le problème de Nasser avec les frères musulmans, quand Jamal Abdel Nasser avait des problèmes avec les frères musulmans, l'Algérie était au début de l'indépendance en 62, il a envoyé ses frères musulmans chez M. Ben Bella pour les placer dans l'école algérienne. À ce moment-là, on n'a pas fait l'arabisation, on a fait la coranisation, on a fait le rouangisation de l'école algérienne. Et depuis, ils sont là. Parce qu'ils sont, entre parenthèses, je ne vais pas utiliser le mot intelligent, ils sont malins. Ils travaillent sur le plan ils travaillent sur l'école. Et maintenant, c'est la souffrance en Algérie. La souffrance en Algérie, c'est l'école. C'est l'école algérienne. On est en train de construire une usine qui construit tous les ans, c'est, je crois, autour de 10 millions d'Algériens, de petits enfants qui vont à l'école. Chaque année, on a 12 millions dans l'usine de la rouangisation qui tourne 24 sur 24. 24 sur 24. Même les grèves, c'est des grèves qui sont dans le discours des frères musulmans. Et j'essaie aussi d'analyser ce phénomène dans ce livre, de comment on a islamisé cette société et on a perdu politiquement ces partis entre parenthèses politiques. Je ne crois pas que si un jour le fils revient en Algérie, qu'il va être suivi comme les années 40. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il y a plus de débats et il y a aussi plus une nouvelle génération. Même si une nouvelle génération qui est islamisée, mais pas dans le sens politique. Ils sont contre la femme, ils sont contre la liberté individuelle, mais peut-être ils ne votent pas les partis politiques. Mais sur le plan de l'action, de l'activité, ils sont contre la femme, ils sont contre la diversité, ils sont contre la francophonie. La francophonie, ils sont contre l'étranger, contre l'autre. Vous savez, on a un problème, là aussi je le traite. On a un problème vis-à-vis de l'autre. Nous avons ce que j'ai appelé la phobie de l'autre. On a peur de l'autre. En même temps, on est complexé vis-à-vis de l'autre, mais on a cette phobie, on a peur de l'autre. Quand tu parles d'un Américain, c'est toujours c'est lui derrière nos faillites, c'est lui derrière nos sous-développement, c'est lui derrière qui pique nos richesses, etc., etc. Le français c'est la même chose, l'allemand c'est la même chose, Israël c'est la même chose, et tout le monde est derrière et le facteur et le meneur de cette faillite. Mais on ne se demande jamais
mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, nous? Quelle est notre responsabilité? Et là, on a construit, peut-être depuis l'indépendance, depuis la guerre de libération, on a construit cette phobie qui est la phobie vis-à-vis de l'autre. Sans l'autre, on ne peut pas vivre. L'autre, il est en nous, et nous, on est dans l'autre. Comment régler ce problème? Le problème se règle avec la culture, avec... vous savez, nous sommes un pays très pauvre en matière de culture. Nous n'avons pas de salle de cinéma. Nous n'avons pas de salle de théâtre. Nous n'avons pas de livres. Nous n'avons pas de débat, d'espace pour le débat. Comment peut-on... Nous n'avons pas des galeries d'art. Imaginez peut-être 2 générations. Moi, à l'université, de temps en temps, je pose la question à mes étudiants. Leur demander, est-ce que vous étiez une seule fois dans une salle de cinéma? Il y a 2 générations qui n'ont jamais rentré dans une salle de projection cinématographique. Jamais. Jamais ils ont vu une galerie d'art où ils peuvent voir une exposition de Khadda ou de Baya ou d'autres, de Racine ou je ne sais pas quoi. Jamais. Jamais. Mais c'est quoi une galerie d'art? Tu dis, c'est quoi une galerie d'art? On peut pas faire un citoyen sans la culture. Sans la culture et la culture de modernité. La culture du cinéma, de diversité, bien sûr, c'est pas un cinéma qui est classé, orienté vers un seul but, mais c'est un cinéma vaste, un théâtre vaste. Le théâtre est devenu, ces derniers temps, ces 10 dernières années, c'est le théâtre de l'État. Mais jamais l'État ne peut faire du théâtre. Jamais. Jamais. Le théâtre, c'est la rue. Le théâtre, c'est les associations, c'est les producteurs, c'est les artistes. L'État aide. L'État ne produit pas de la culture. L'État, sa responsabilité, c'est comment aider la culture. Comment aider à libérer la culture, à libérer les acteurs de la culture. C'est pas à elle de faire de la culture. Mais nous avons passé par une période où la culture, d'ailleurs depuis Boumediene, et puis après Boumediene, même jusqu'à la crise économique. Tout était la production de l'État. Vous allez faire un inventaire des pièces théâtrales. Toutes, c'est la production de l'État. On peut trouver une association qui a grignoté un petit peu un budget et faire monter un spectacle qui est noyé dans d'autres. Dans ce livre, j'essaye d'analyser, de questionner ces problèmes qui tournent autour de cette faillite que nous traversons chez nous et ailleurs. Je vous remercie. Merci à nos élus, nous vous remercions pour cette communication. Donc, si on revient un peu au roman